fin des consultations initiées par Félix-Antoine Tshisekedi en RDC, son adresse pour faire la restitution de ce qu'a été les dessous des cartes ou les avis récoltés par les forces vives qu'il a consultées est très attendue en RDC. Mais comment Félix-Antoine Tshisekedi va-t-il s'y prendre? Quelles sont les préoccupations majeures de la population que Félix-Antoine Tshisekedi doit-il rencontrer dans cette adresse qui est éminente, très attendue en RDC et partout ailleurs? On en parle dans cet entretien avec un cadre, un haut cadre, je vais le dire. Lui, c'est Alexis Moutanda. Je dois rappeler qu'il est pionnier de ces partis présidentiels, un acteur politique. Il a plusieurs casquettes. Je dis déjà bienvenue. Merci. La question elle est directe. Les consultations initiées par Félix-Antoine Tshisekedi, quelle issue dont vous vous attendez à ces consultations? Oui, merci beaucoup d'abord pour être venu et puis pour poser toutes ces questions. Et de prime abord, j'aimerais vous signaler que je parle à titre personnel. Les avis que je donne ne m'engagent que moi-même. Je crois que tout le monde se rappelle que le président Félix Tshilombo Tshisekedi a prêté serment, si je ne m'abuse, le 24 janvier 2019. Ce qui veut dire qu'il est au sommet de l'État à la présidence de la République, ça fera bientôt 2 ans. Je crois que tout le monde a vu pendant cette période quelle intense activité il a déployée, avec des voyages à l'intérieur du pays, avec des voyages en Afrique et puis même en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis et tout cela. Un balai diplomatique. Donc, je crois que, et puis ensuite, c'est une personne qui a rencontré énormément de personnes, aussi bien de la classe politique, de la société civile, et même des personnes, disons, simples, donc disons, des gens de la population. Donc je crois qu'après presque 2 ans de présidence, il a dû se rendre compte que le programme qui s'était fixé pour réaliser dans son premier mandat, eh bien que ce programme, il fallait leur donner, si vous voulez, une dynamique spéciale, une dynamique nouvelle. Parce que lorsqu'on parle de la cohabitation, on parle de la coalition et tout ça, ça veut dire que vous avez 2 groupes politiques et il n'est pas dit que ces 2 groupes ont nécessairement le même dénominateur commun. Lorsque je parle de dénominateur commun, je veux parler d'un plan d'action commun qui puisse aboutir. Il faut dire que M. Tshisekedi sort d'une école, c'est-à-dire l'école de l'UDPS. Et à l'école de l'UDPS, on apprend un tas d'histoires, et spécialement comme, disons, il a vécu dans l'intimité avec celui qui avait incarné l'UDPS pendant plusieurs années. Et donc, ça veut dire que dans son fin fond, il doit avoir, si vous voulez, un programme d'action qu'il a certainement tiré du plan d'action, si vous voulez, tiré de l'enseignement, ou plutôt de la philosophie politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Très bien. Puisqu'on attend qu'il s'exprime, on ne sait pas quand précisément il va parler. Alors, je reviens à la première question parce que je n'ai pas ici été satisfait. Vous avez fait un aperçu historique. C'est très bien, nous vous le concédons. Et Félix-Antoine Tshisekedi doit faire la restitution de ce qu'a été ses consultations au peuple congolais. Alors, vous estimez que Tshisekedi va mettre quel schéma en place pour sauver le navire? Eh ben, je crois que dans mon introduction, c'était pour aboutir à répondre à votre question. Si je fais
ce rappel, c'est tout simplement pour vous dire que c'est une personne qui est dans une philosophie politique qui provient de l'école de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et lorsqu'il fait la synthèse de toutes ces, disons, le ballet diplomatique, comme vous l'avez dit, des rencontres qu'il a eues, il se rend compte justement que la cohabitation qu'il avait acceptée au départ ne l'amène, la coalition ou la cohabitation qu'il avait acceptée au départ ne va pas l'amener, si vous voulez, à conclure un plan d'action qui provient justement de cette école à laquelle il a été pendant plusieurs années. Et quelle était en substance cette école? Cette philosophie voudrait que, premièrement, on puisse, pour amener, si vous voulez, le peuple congolais à son épanouissement, il faut d'abord démocratiser le pays. Démocratiser le pays, pourquoi faire? Pour arriver à un état de droit. Et lorsqu'on est dans un état de droit, on peut alors accomplir ce qu'on appelle le progrès social. Et le progrès social pour qui? Eh bien pour l'ensemble de tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il s'est rendu compte évidemment qu'avec cette coalition qu'il avait acceptée, il ne pouvait pas d'une manière, si vous voulez, directe, arriver à atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle, si vous voulez, lorsque vous savez, vous avez un problème sérieux qui regarde, si vous voulez, l'avenir d'un pays de plus de 100 millions de personnes, il faut examiner la situation pour savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle et où est-ce qu'on va. Et je crois que d'où l'on vient, on peut facilement s'imaginer ce qu'on a fait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Et où est-ce qu'on se trouve à l'heure actuelle? On se retrouve à l'heure actuelle dans un, si vous voulez, dans une situation où les dirigeants du pays se trouvent en face d'une population qui ne se retrouve pas. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, la population congolaise aujourd'hui ne se retrouve pas. Et alors, à partir de là, maintenant, il faut voir comment projeter toute cette analyse vers l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire l'épanouissement total de la population. Raison pour laquelle il a trouvé une manière, si vous voulez, et c'est ainsi qu'il a imaginé, disons, cette structure de consultation nationale. Et pour avoir suivi plus ou moins ce qui s'est passé les 3 dernières semaines. Est-ce possible de gérer le pays sans la présence du Front commun pour les Congos qui détient une majorité écrasante dans quasiment toutes les assemblées? Oui, il n'y a pas de contradiction. Quelle contradiction trouvez-vous entre la classe politique actuelle et l'union sacrée? L'union sacrée, en fin de compte, c'est probablement des personnes qui ont un dénominateur, qui voient, si vous voulez, la direction du pays avec un dénominateur commun. C'est-à-dire un dénominateur commun, c'est quelque chose qui est commun à cette union, c'est-à-dire aux gens qui se trouvent dans cette, comment est-ce que je peux dire, si vous voulez, dans ce cadre. Mais dans cette union-là, alors, dans a été consulté. C'est ça tous les problèmes. Dans l'union sacrée de la nation qui pointe à l'horizon, au fil du temps, pendant les consultations, allais-je dire, on n'a pas vu les gens du FCC être reçus. Ils ont décliné d'ailleurs l'invitation, à part les gouverneurs qui sont partis. Et encore une fois, je vous informe, ou plutôt je vous rappelle, on n'est pas, si vous voulez, dans ces circonstances où M. Mobutu pouvait se lever un jour, dire « Messieurs, venez » et tout le monde venait. On n'est pas non plus, disons, au temps de M. Kabila, qui avait déjà formé, si vous voulez, entre guillemets, sa majorité, et où il pouvait inviter. Ici, c'est un problème de bonne volonté. Le président a dit, nous allons former une union sacrée, créer une nouvelle dynamique, parce que la situation à l'heure actuelle
disons, ne nous permet pas d'aboutir à nos objectifs. Il a appelé les gens d'une manière tout à fait démocratique. Ceux qui ont répondu à son appel, eh bien, il a parlé avec eux. Mais ceux qui n'ont pas répondu à son appel, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Ils ne pouvaient pas leur envoyer des militaires pour les amener de force. Donc, ça veut dire que, tout simplement, il va tirer des conclusions des personnes avec qui il a conféré. Et je peux vous garantir que parmi ces gens, il n'y a pas que les gens si vous voulez, qui sont aux mamelles de cash, ou même de l'UDPS, etc. Mais vous avez vu qu'il y a des personnes pratiquement de la société civile, il y a eu même des prêtres, des évêques, etc. Donc pratiquement toutes ces personnes qui peuvent avoir une opinion, étant donné la situation du pays, d'ailleurs que tout le monde connaît, et comment faire pour que... Ah ben, ce sont des opinions qui peuvent permettre de faire une analyse, ajouter aux analyses qu'on a fait soi-même, et puis créer une synthèse, et c'est cette synthèse qui peut vous amener à des actions futures. Et vous êtes dans une coalition avec un partenaire d'État comme le FCC, vous initiez les consultations, et puis le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, n'y prend pas part. Et vous voulez résorber la crise. Bon, comment vous allez y parvenir? Bon, alors là, évidemment, il faut poser la question à lui-même, parce que c'est lui qui a la synthèse et l'analyse de tout ce qu'il a pu rencontrer. Très bien. Parce qu'en ce moment-là, vous savez, des choses que nous avons suivies, c'est des choses qu'on a lues dans les journaux, qu'on a vues à la télévision, et puis peut-être les gens en parlent de bouche à oreille, mais des choses que lui-même a fait réellement, il est le seul à le savoir, quelles sont les personnes qu'il a rencontrées, etc. Vous n'allez pas me dire que parmi les personnes qu'il a consultées, il n'y avait personne de FCC, vous n'allez pas me dire ça. Et des personnes qui l'ont vu peut-être aussi en catimini, etc. Vous n'allez pas me dire de quoi, disons, vous n'avez pas la liste de toutes ces personnes. Donc on ne peut pas dire que, bon, puisque officiellement, disons, tels et tels ne sont pas venus, que automatiquement il n'a pas rencontré. Je peux vous garantir qu'il a vu énormément de gens de FCC, mais qui peut-être, disons, n'ont pas voulu. Non seulement qu'ils n'ont pas été mandatés, mais qui n'ont pas voulu non plus, disons, manifester leur identité, exposer leur identité. On a suivi, mais ça, c'est votre problème avec l'indiscipline. L'indiscipline dans ce pays, nous vivons ça depuis 1960. Ça, c'est devenu un peu monnaie courante, c'est devenu un peu, si vous voulez, et tous les Congolais ont été formés à cette école, c'est-à-dire faire les choses. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'un parti politique où même les gens du comité de direction répondent à peut-être du temps de Mobutu ou bien du temps de Kabila, mais maintenant on est en démocratie. Vous n'allez pas contraindre, si vous voulez, tout le monde à faire la même chose. Alors, très bien. On parle de cette crise qui sévit en RDC, de gens qui ont été reçus. Beaucoup sont ceux qui ont donné des propositions. Certains ont dit qu'il est important de dissoudre le Parlement. Certains ont demandé au président de la République de désigner un informateur pour identifier la vraie majorité. Et certains ont dit qu'il est nécessaire de rencontrer Joseph Kabila Kabange, l'autorité, je vais dire, le monsieur du Front commun pour le Congo, afin que ces deux personnalités se parlent en homme d'État et résorbent la crise. Alexis Moutanda, quelle est l'assertion que vous accrochez? Bon, dans tous les cas, il faut faire un examen approfondi de chacune des options qu'on peut prendre. Lorsque vous dites dissoudre le Parlement, c'est très bien, on va dissoudre le Parlement, mais il faut voir quand vous avez dissous le Parlement, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que la Constitution dit dans ce cas-là? Je crois qu'on donne un délai bien déterminé pour aller directement aux élections. Alors ça, c'est une option qu'il faut examiner pour ne pas faire des choses comme, disons, comme des personnes qui sont inconséquentes.
faire des élections dans 3 mois, dans des circonstances actuelles que nous connaissons, eh ben, il faut bien serrer la ceinture. Et puis la deuxième option, vous avez dit que c'est quoi encore? Désigner un informateur pour identifier la vraie majorité. Mais oui, bien sûr. Alors maintenant, vous nommez l'informateur et avec en face de vous toujours les mêmes personnes et vous ne savez pas exactement qui est qui. Encore une fois, c'est une option qui demande une analyse, disons, très approfondie de la question. Et puis la troisième, rencontrer le président. Mais je crois que les deux chefs d'État se rencontrent. Si je ne m'abuse, ils se sont encore rencontrés il y a quelque temps, si mes informations sont correctes. Donc je ne sais pas si ils ont coupé totalement. Depuis un certain moment, ils ne se sont pas encore rencontrés. Bon, alors dans ces conditions, je crois que le président de la République va tirer les conséquences de tout cela. Et je crois qu'il est le seul à avoir. C'est pour cela qu'il a dit qu'il se donne le temps de réunir tous les éléments de la situation et afin de voir quelle option il peut nous présenter. Ce n'est que lorsqu'il aura présenté cette option que nous pourrons le commenter, évidemment, avec beaucoup plus d'aisance. Et d'après vous, on doit privilégier la coalition ou bien il faut l'enterrer et puis et passer à la cohabitation? Oui, mais la coalition, cette coalition, parlons un peu de cette coalition. C'est quelle coalition? FCC Cash. Oui, bien sûr, cette coalition. Elle provient de quoi? Des élections de 2018. Oui. Et on sait comment ces élections ont été organisées. Et on sait très bien de quelle manière ils sont arrivés aux résultats que nous avons actuellement. Mais avant ces élections, il y a eu des débats et des débats sur les machines à voter, sur la CENI, sur les personnes, etc. Et puis on a vu ces résultats atterrir. Il y en a même qui ont présenté comment est-ce que je pourrais dire, en fait, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Pourquoi? Parce que la CENI était toute puissante et puis elle était organisée et gérée par justement les personnes que vous êtes en train de citer. Raison pour laquelle on se trouve devant cette majorité que je pourrais appeler tout simplement une majorité factice. Ils ont rempli le Sénat, ils ont rempli le Parlement et puis les provinces sont remplies également avec tout. Mais on sait très bien comment ces élections se sont passées et ça a été un problème de débat pendant plusieurs mois. En 2018, 2017, etc. Ça a commencé depuis 2016. On a discuté sur la CENI, les machines à voter, les ceci, cela. Et puis on nous a imposé les résultats que vous connaissez. Pas de cette coalition, vous entendre parler. Mais cette coalition, mon cher ami, c'est tout simplement un truc qui a été monté de toutes pièces. Puisque ça a été monté, vous attendez à quel discours du président de la République? Je sais que vous n'êtes pas dans le secret du chef, mais je vous pose quand même cette question. Non, je ne réponds pas à la question parce que je ne peux pas m'aventurer à faire des commentaires sur quelque chose que je ne possède pas. Je vous dis qu'on est devant des choses de téléspectateurs. Il faut respecter ces gens. Quand vous donnez une opinion, il faut que ça soit une opinion basée sur des éléments dont vous pouvez tirer des conséquences. Très bien, très bien. Jean-Marc Akabound, le président intérimaire de l'UDPS, au sortir de ces consultations, il répondait aux questions des journalistes et des confrères qui étaient sur place. Il a dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Vous avez un argumentaire par rapport à cette... Vous dites bien qu'il s'agit de M. Kabound qui est président AI de l'UDPS. Oui. Est-ce que Kabound, c'est Tshilombo Félix? Ce sont deux personnalités différentes. Celui-là dirige, disons, un parti politique, l'autre dirige le pays. Alors vous n'allez pas dire, puisque Kabound a dit ceci, donc le président va dire cela. Donc laissez un peu chacun jouer son rôle, chacun dans son domaine. Kabound a fait ce qu'il a fait parce que peut-être l'opinion qu'il donne, c'est l'opinion de ses combattants, de membres de son parti. Et le président, lui, il va parler en tant que chef de l'État, être chef de l'État de la RDC. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'opinion des gens au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, au centre, etc. Et puis tirer des conclusions qui puissent
disons, amener le peuple congolais à aller de l'avant. Je veux tout simplement que sur le plan de la logique, vous ne puissiez pas fusionner deux personnes qui ne sont pas fusionnables. Alors, une certaine opinion estime que l'union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de chercher à se faire une majorité. Alors, au FCC, certaines langues estimeraient qu'il y a une pratique de corruption qui a élu domicile dans le chef des caciques des caches. Ici, quand on parle de corruption, ces vocables fait déjà jaser, hein, parce que vous êtes l'un des pionniers de l'UDPS. C'est une pratique que vous avez dénoncée à l'époque. Maintenant, apparemment, la balle est entre vos mains. Oui, bien sûr, lorsqu'on parle de corruption, vous savez, tout le monde, même dans la rue, parle de corruption. Mais celui qui vous parle de la corruption, si vous lui demandez qu'il vous donne un cas précis, s'il parle de l'argent qui a été donné à tel ou tel, est-ce qu'il était présent, est-ce qu'il était témoin, qui était là au moment... Mais vous savez, tout le monde dit n'importe quoi. Très bien, médiocrité intellectuelle. Le FCC n'a pas participé, ça c'est, nous devons le dire sans embâche, à ces consultations. Mais ils sont d'accord de rencontrer le président de la République dans le cadre prévu par l'accord. Cet accord qui n'a jamais été brandi, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Alors, on vous pose cette question parce que vous êtes un acteur politique d'État, je dois le signaler ici. Est-ce possible encore que Félix Tshisekedi puisse rencontrer ses partenaires d'État? La mère Mende a dit que la coalition n'est pas encore dissoute, mais elle a un peu des zones, elle traverse une zone de turbulence. Mais c'est évident, lorsque le président décide de créer une union pour la République ou une union, je ne sais pas quoi, mais c'est parce qu'il s'est rendu compte justement qu'avec cette coalition, il ne peut pas aller très loin dans l'accomplissement de sa tâche. C'est pour cela qu'il est arrivé à cette initiative. Mende n'a pas dit quelque chose d'ailleurs, jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette coalition existe toujours parce qu'elle n'est pas encore dissoute. Mais c'est au moment où les responsables de l'une ou l'autre partie prendra la décision qu'on saura qu'effectivement, maintenant, c'est dissous. Donc, on ne peut pas, disons, faire des extrapolations, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas aboutir. Et peut-être ça va donner des espoirs à certaines personnes, mais le réel sera peut-être contraire à ce que nous disons. Est-ce qu'on peut repenser une harmonie entre FCC et Cash après la déclaration du chef de l'État? Mon cher ami, vous savez que les personnes qui composent Cash, les personnes qui sont dans cette histoire-là de FCC, ce sont des Congolais ou non pas des Congolais? Et vous savez que tous les Congolais à l'heure actuelle ont les mêmes problèmes. Vous pouvez être de l'Est, vous pouvez être de l'Ouest, etc. Mais vous devez savoir que vos familles qui sont là, et même vous-même, vous évoluez dans un pays problématique. Alors, à un moment donné, qu'on soit politicien, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit je ne sais pas quoi, lorsqu'on a une conscience en place, on peut très bien raisonner que notre pays a besoin d'aller de l'avant. Mais imaginez-vous, mon cher ami, que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes indépendants depuis 60 ans, mais qu'est-ce qui nous permet de continuer à tourner en rond? On a un pays qui est extrêmement riche, et tout le monde le dit. Les minéraux, le climat, les forêts, les ceci, cela. Comment expliquer que notre population vit dans une misère déplorable? Nous avons une jeunesse qui est tout à fait extraordinaire. Mais cette jeunesse aujourd'hui est tout simplement réduite au niveau de n'importe quoi. Et qui peut être fier de ça, qu'on soit de FCC ou qu'on soit de Cash ou qu'on vienne de la Lune, etc. Vous êtes Congolais et vous allez applaudir à une situation de médiocrité. Comment voulez-vous qu'un pays aussi grand que le Congo puisse même pour construire un petit pont, il faut que ça soit l'aide de l'Union européenne ou bien que ça soit quelque chose qui vient de la Banque mondiale? Est-ce qu'on a besoin d'être mendiant de manière éternelle? Eh bien, qu'on soit de FCC, qu'on soit de Cash, mais on est Congolais. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des tantes, mais ces personnes-là, mais sont devenus tous des mendiants aujourd'hui.
Tout ce qu'on sait faire maintenant, c'est tendre la main et puis tricher, etc. Est-ce qu'il y a des gens au FCC qui pensent le contraire, ou les gens qui sont au CAS qui pensent le contraire, lorsque vous êtes réellement un Congolais qui a la conscience congolaise? C'est pour cette raison que pour moi, le problème ne devait pas se poser. Okay. Si c'est pour des intérêts personnels, parce que dans tel camp, je reçois ceci, cela, alors en ce moment-là, on doit se dire qu'en fin de compte, on est comme... Et à la fin du terme, on ira encore voir cette population pour qu'elle puisse vous faire confiance et vous donner ses voix. Mais alors en ce moment-là, on devient pirate. Ok, pour ces premiers dossiers ici, la dernière question, quand vous voyez toutes ces tergiversations sur le plan politique, on parle de cette crise qui monte au pays, qui paralyse presque messieurs et madame tout le monde, vous vous dites que ces gouvernements, Ilunga Ilunkamba, aura de la chance d'atterrir en douceur d'ici 2023. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'ils vont gouverner jusqu'en 23? Ben, on présume que le gouvernement est là et puis pour un quinquennat. On présume jusqu'ici. Bon, ça va dépendre de l'analyse, des conclusions auxquelles le chef de l'État va arriver. Parce que Ilukamba, je crois qu'il vient de FCC. Alors tout dépendra évidemment de la manière dont les choses vont progresser, etc. Mais moi, j'estime quand même que pour mener une action gouvernementale et aboutir ou atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il faut avoir des collaborateurs, surtout les collaborateurs directs, qui comprennent le sens de ces objectifs et qui concourent à atteindre ces objectifs. Le président en a... Mais non, mais je ne dis pas ça. Mais parce que puisqu'on parle de lui... Oui, mais on parle de lui, mais là, je vous donne un principe. Le principe est qu'un leader, lorsqu'il veut atteindre ses objectifs, il doit avoir des collaborateurs autour de lui qui voient les choses dans la même direction et qui voient les choses de la même manière. Et lorsqu'à un moment donné, dans son équipe, il se rend compte qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas atteindre, qui ne peuvent pas l'aider, si vous voulez, alors en ce moment-là, il prend des dispositions. Je ne dis pas nécessairement qu'il doit les remplacer, mais il peut aussi prendre des dispositions pour pouvoir, si vous voulez, atténuer les handicaps afin d'atteindre ses objectifs. Mais ça, c'est à son niveau de faire l'analyse. On dit aussi qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce qu'effectivement, mais prenez l'exemple de tous les grands généraux de l'histoire, que ce soit César, que ce soit Napoléon, que ce soit... mais tout ce monde-là, que ce soit Alexandre le Grand, mais vraiment au temps antique, mais tout ce monde-là, si vous voulez, ils allaient sur la bataille et on a vu ces gens avec l'organisation, avec l'intelligence, mais ils étaient entourés des lieutenants qui étaient, disons, bien rodés, mais ils ont gagné des batailles même contre les armées qui étaient 10 fois plus importantes. Et c'est de là, justement, que vient ce principe de il n'y a que de mauvaises troupes. Ok, très bien. Nous allons parler un peu de l'UDPS, tu sais qui dit. Vous êtes un ancien secrétaire général. Quand vous regardez les tandems Kabunt et Kabouya plutôt, vous dites que ces deux derniers mènent très bien les destinées du parti. Bon, vous savez, lorsqu'on juge les actions des gens, c'est toujours délicat. Parce que vous ne savez pas quels sont les problèmes qu'ils rencontrent tous les jours, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont la possibilité, etc. Même du temps que moi-même j'ai géré ce parti, mais je peux vous assurer que ce n'était pas l'eau qui coulait. Hein. Il y avait aussi des difficultés, il y avait des problèmes qu'on a dû évidemment affronter et puis arriver à faire ce que... Alors, eux, ils ont certainement aussi leurs problèmes. Le président Kabound, tout le monde sait qu'il est président haï. Être haï, ça veut dire quoi? Qu'il est intérimaire. Et lorsqu'il est intérimaire, est-ce qu'il peut prendre toutes les décisions qui lui passent par la tête? Le secrétaire général, je crois qu'il a également des problèmes.
Parce que vous savez, d'après les statuts du parti, la direction politique est constituée par 3 organes. Parlez-nous, comment vous avez rencontré Etienne Tshisekedi Moulumba, le Sphinx délimité? Est-ce qu'on peut avoir une anecdote, hein? C'est très important pour cette nouvelle classe politique. Non, mais vous savez, le président Tshisekedi, lorsque nous étions encore étudiants, moi j'ai étudié au campus de l'Ovanium du temps de Monseigneur Gillon. Le président Tshisekedi était parmi les premiers universitaires qui venaient de sortir de cette université. Et lorsque Mobutu a pris le pouvoir en 65, il a fait appel évidemment à certains intellectuels de l'époque. Et c'est comme ça que M. Tshisekedi était devenu ministre de l'Intérieur. En tant que ministre de l'Intérieur, bien sûr, il était un peu connu de tout le monde, surtout à cette époque de Mobutu, avec le Bomboko, Ndaka et tout ce monde-là. Et puis, donc on ne peut pas dire que c'était une personne qui pouvait passer inaperçue. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu. Il s'est présenté aux élections législatives 1 ou 2 fois. Et puis c'était évidemment dans mon fief, donc disons dans ma province. Donc il ne pouvait pas passer inaperçu non plus. Dans le Kasaï oriental. Le Kasaï oriental. Il était sorti 2 fois, je crois, député national de Cabinda, parce qu'à l'époque, on dépendait de Cabinda. Et puis après, il y a eu cette séparation avec Mobutu, où ils ont créé ensemble avec les 13 parlementaires l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et je peux vous garantir qu'à cette époque-là, ce n'était pas n'importe qui pouvait se lever, se mettre debout et affronter Mobutu en face. Donc il fallait avoir évidemment des personnes d'un courage spécial. Il fallait avoir des personnes qui avaient réellement une vision du pays. Et à cette époque-là, moi, j'étais déjà sorti de l'université, j'ai travaillé à la SNEL, d'abord au département des études et travaux, et puis de l'équipement, jusqu'au moment où je me suis occupé de la ligne Ngachaba et tout cela. Okay. Donc c'était pendant cette période que nous, en tant que fonctionnaires, parce qu'à la SNEL, on est quand même fonctionnaire de l'État, malgré toutes les sympathies qu'on avait pour tous nos frères qui faisaient des efforts pour changer des choses, mais en tant que fonctionnaire, on ne pouvait pas, disons, de telle manière que quand j'ai quitté la SNEL en 1986, directement, je me suis demandé comment je pouvais faire pour aider cette optique, si vous voulez, d'aller vers la démocratie du pays, démocratiser le pays. Et c'est comme ça que je me suis mis, évidemment, dans les rangs pour continuer, si vous voulez, à soutenir les actions des aînés qui étaient déjà sur la piste de... Parce qu'à l'époque, le pays ne marchait pas très bien, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y avait que des chansons, des slogans, des ceci, cela, mais la réalité des choses était tout autre. Donc il fallait renforcer la lutte sur le terrain. Et avec toute l'expérience que j'avais acquise, non seulement au temps des études, mais également dans cette société, parce qu'avec le département de l'équipement et le projet, j'avais beaucoup de contacts avec l'extérieur. D'abord les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne surtout, où il y avait notre matériel pour équiper Yinga 1, Yinga 2 et puis ensuite Yinga Shaba. Donc j'avais beaucoup de contacts. Alors, et puis l'expérience a voulu également que à Yinga Shaba par exemple, j'avais presque 200 Américains qui étaient affectés au projet et qui passaient sous ma direction, plus de 20 000 Congolais. Donc vous voyez que c'était quand même une grande organisation qui demandait beaucoup d'expérience, beaucoup d'organisation. Alors toute cette expérience, on s'est mis à l'UDPS pour mettre cette expérience à leur disposition. Alors, c'est ainsi que ça n'a pas duré longtemps avant que le président décide que je m'occupe des relations extérieures et j'ai dirigé le département
des relations extérieures pendant 12 ans. Ok, votre adhésion à l'UDPS, c'était une conviction personnelle ou bien une fibre, comment on dit Tribal. Tribal. Tribal, pourquoi? Parce qu'à l'UDPS, il n'y avait que des Balouba. Le président Tshisekedi était originaire du Kasaï oriental, mais tous les autres 13 parlementaires n'étaient pas nécessairement de cette province. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la plupart de ces parlementaires étaient déjà partis. C'est ainsi qu'on a eu, à un moment donné, un directoire qui était composé d'un Katangé, d'un monsieur de l'Équateur, M. Liaou. Il y avait aussi Birindoa de Bandundu et Tshisekedi lui-même qui était du Kasaï oriental. Donc c'est pour vous dire que c'était un parti dans lequel il y avait... Et lorsque on a commencé à être très actif, ben, c'était un parti politique qui réunissait pratiquement les gens de toutes les régions et de toutes les provinces. Ok, vous êtes ingénieur civil en électricité à courant fort, embauché à la SNEL depuis 1971. Dites-nous ce qu'il faut à la SNEL pour sa relance. Oui, mais la SNEL, c'est une société d'État, un peu comme l'EDF en France. En France, vous avez Électricité de France. En Italie, vous avez l'Enel, qui a presque le même statut ou les mêmes configurations que la SNEL. C'est-à-dire que ce sont des sociétés d'État, des sociétés nationales, qui produisent, qui transportent et qui distribuent l'énergie électrique. Alors, une société comme celle-là, c'est d'abord une société d'exploitation. Une société d'exploitation, ça veut dire quoi? Lorsque dans un poste, il y a un transformateur, un disjoncteur ou un sectionnaire qui ne marche pas, il faut que les techniciens puissent être avertis directement. Il faut qu'ils aient des moyens pour se déplacer, arriver là où il y a les défauts. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il s'agit de tel ou tel élément, ils vont dans leur magasin pour prendre la pièce, la remplacer. Et ainsi, et c'est comme ça que ça se passe un peu dans tous les pays du monde. Mais lorsqu'il vous manque cette chaîne de choses, de commandement, vous pouvez y aller, vous avez des techniciens qui se rendent compte, mais d'abord pour se déplacer, c'est tout un problème. Et puis ensuite, lorsqu'il faut avoir une pièce à remplacer, la pièce n'existe pas, il faut la commander. Ça veut dire que ce disjoncteur qui est foutu, eh ben, il est foutu pour très longtemps parce que commander une pièce aujourd'hui, ça vous prendra le temps que ça prend. Et puis pour le commander, il faut avoir des fonds. Et ces fonds-là, est-ce qu'ils sont disponibles? Non, comme le pays comme le Congo, comme ça, on n'a pas de fonds. Eh bien, vous pouvez vous rendre compte vous-même. D'ailleurs, la SNEL n'est pas seulement la seule société. D'ailleurs, la SNEL, je pourrais dire, bon, elle fonctionne encore tant bien que mal. Mais les chemins de fer, est-ce que vous avez encore des chemins de fer? Parce qu'à un moment donné, on avait un chemin de fer qui partait du Katanga et qui arrivait jusqu'à Ilebo. De Ilebo, tout le matériel qui venait eh bien, c'était expédié au port de choses de... Même le cuivre, le cobalt, tout ça, ça passait par ici. Et puis ça allait, c'était expédié à partir de Matadi ou de Boma. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus compter là-dessus parce que les trains, les chemins de fer lui-même, tout simplement... Donc ce chemin de fer est devenu tout simplement un cadavre. Et puis la régie des eaux, la régie des eaux, c'est la même chose. Il y a des quartiers qui manquent de l'eau, etc. Alors tout cela, ça veut dire quoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Oui. C'est lorsque la tête est pensante, lorsque la tête est bien organisée, la tête a des moyens, qu'elle peut organiser, si vous voulez, les troupes pour que les problèmes puissent être résolus. Mais s'il manque quelque chose dans la chaîne de commandement, vous pouvez être sûr et certain que, et à l'allure où vont les choses, évidemment, aujourd'hui, par exemple, la SNEL, puisqu'on en parle, la SNEL a des lignes à haute tension qui alimentent la ville de Kinshasa en 220 kV. Vous avez la ligne Ingashaba qui part de plus ou moins 500 kV en courant continu. Mais imaginez-vous les pylônes
qui partent de Yinga et qui circulent à travers, qui passent presque dans toutes les provinces pour arriver à Kolwezi. Eh bien, ces pylônes doivent être inspectés, les isolateurs doivent être inspectés, les conducteurs inspectés. Le pylône lui-même, il faut être sûr qu'il n'y a pas une érosion quelque part. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller inspecter ces pylônes-là? Mais justement, mais c'est ça le problème. Parce que de notre époque, on avait des hélicoptères, on pouvait partir de... Est-ce qu'il existe encore des hélicoptères pour aller? Eh bien, voilà, justement, c'est pour cela que quand vous me demandez, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et j'apprends même que les recettes de la SNEL sont versées, je crois, aux finances. C'est les finances qui... Alors, vous comprenez que ce circuit-là, comment voulez-vous que la société puisse survivre? Mais quelles sont les garanties que vous pouvez donner à cette société-là pour une relance, je veux dire, à court terme? Mais, mon cher ami, dans le leadership, l'élément fondamental, l'élément central, c'est d'abord l'homme. Est-ce que la société, on lui a donné des dirigeants compétents qui ont l'expérience et qui peuvent faire le travail? Lorsqu'un responsable est en face de son ministre, qui lui dise, monsieur le ministre, ça, d'accord, ceci, ainsi de suite. Est-ce qu'il y en a? Ensuite, vous devez avoir autour de ces responsables, donc de la direction des choses, de la société, des techniciens, parce que ce sont d'abord des sociétés techniques. Donc il faut d'abord des techniciens, c'est-à-dire des ingénieurs bien formés. Une société qui est bien organisée, il a cette structure. Alors une fois que la structure est mise en place, eh ben, il faut maintenant trouver des moyens à mettre à leur disposition. Ok, vous avez totalisé 80 ans d'âge depuis le 8 juin dernier. Cette question, elle nous fait plaisir. Vous êtes un homme robuste. Et d'ailleurs, on profite de cet entretien pour renouveler encore des joyeux anniversaires. Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste encore à faire, Alexis Moutanda? Qu'est-ce qu'il reste à faire, mais qu'est-ce qui ne reste pas à faire? On parle de tout un tas de problèmes ici. Vous pensez que ces problèmes sont résolus? Eh bien, aussi longtemps que le bon Dieu vous confie encore un souffle de vie, vous faites tout ce que vous pouvez faire et jusqu'au moment où il va décider. Parce que là, je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, les vieux, les jeunes, etc. Mais être vieux, être jeune, ce n'est pas un problème qui nous concerne. Ça, c'est le destin. Et le destin, il n'y a que Dieu seul qui le trace. Parce que vous pouvez avoir un jeune de 30 ans, vous voyez le cercueil passer, on va l'enterrer. Qu'est-ce qu'il a fait pour être enterré à 30 ans? Et puis, nous avons des exemples dans le monde. Alexandre le Grand que je viens de citer ici, c'était un grand général de l'armée. Il est mort à 33 ans. Jésus-Christ lui-même qui est venu apporter le message divin, il est mort à quel âge? À 33 ans. 33 ans. Donc c'est pour vous dire que l'âge, disons, les Einstein qui ont fait des grandes théories de, disons, des choses. Bon, on peut dire qu'il est mort à 76 ans, mais 72 ou 76 ans. Il y en a qui disent que c'est vieux, d'autres non. Cette question. Vous êtes un omis de la lutte politique ou bien un oublié? Bon, ça c'est à vous de faire l'analyse, hein, ou bien de poser la question à qui vous savez. Parce que vous le savez à qui il faut poser la question. Au président de la République? Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Mais à qui? Oui, mais vous le savez, vous êtes journaliste. Alors, Alexis Moutanda, on a fini cet entretien et puis nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, cet entretien est terminé.